Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Justine. Bonjour Justine. Bonjour Thérèse. Alors pour celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, il y a plein de contenus différents et donc ça c'est vraiment le format dans lequel j'ai la joie de recevoir une invitée pour un entretien, vraiment un témoignage plutôt sur son parcours, son cheminement, tout ce qui a trait évidemment à la vocation féminine, plus spécifiquement aux vêtements. Et vraiment l'idée aussi ici dans ce type de podcast est de montrer qu'il y a plein de parcours différents, de femmes différentes, plus jeunes, plus âgées, mères de famille, célibataires, avec enfants ou sans enfants, qui vivent en ville, à la campagne, enfin voilà, il y a vraiment plein de situations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir comment chacune a connu Femme à part, est-ce que c'était une nouveauté dans sa vie ou pas, ce qui a changé, l'impact du changement vestimentaire sur plein d'autres domaines, comment chacune a progressé. Donc vraiment, j'invite toutes celles qui nous écoutent à aller dans la playlist témoignages, tout simplement, témoignages et entretiens, pour écouter tous ces parcours de vie. Vous pouvez aussi aller sur le blog, il y a le livre d'or avec plein de témoignages différents et je trouve que c'est toujours très inspirant, presque plus inspirant que les articles peut-être plus académiques, parce qu'on se rend compte que là ce sont vraiment des vraies personnes qui nous racontent vraiment ce qui leur est arrivé, de positif, de plus difficile aussi, et voilà, moi je trouve ça toujours très inspirant et très intéressant. Donc merci à vous Justine d'avoir accepté cet entretien. Et pour commencer peut-être, pour que les gens puissent un petit peu, entre guillemets, vous situer et comprendre un petit peu mieux ce que vous faites et qui vous êtes, je vous invite à vous présenter déjà en quelques mots pour commencer. Eh bien, merci à vous Thérèse pour l'invitation. Bonjour à toutes, donc je m'appelle Justine, j'ai 22 ans. Je suis originaire de Provence, c'est ma région natale. Après des études en psychologie, je suis partie en reconversion dans le domaine agricole avec mon conjoint. Et actuellement, je suis apprentie dans la culture de plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Ça, c'est le sujet d'ailleurs qui me passionne, c'est tout ce qui est naturel, plantes, etc. Je pense que vous avez déjà dû le voir sur le blog, donc on pourrait presque faire un entretien là-dessus d'ailleurs. Ah oui, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça semble, déjà on voit un changement de parcours professionnel, donc j'allais dire une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est aussi courageuse, parce que c'est pas toujours facile de changer, de se remettre en question, d'avancer, de prendre des risques un petit peu aussi. Donc bravo à vous. Et peut-être pourriez-vous nous dire comment est-ce que vous avez connu Femme à part déjà ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'était les sujets abordés, c'était des choses que vous aviez déjà entendues de par votre éducation ou le milieu dans lequel vous avez évolué, ou est-ce que c'était vraiment genre la découverte, la grande nouveauté ? Et peut-être aussi nous dire s'il y a des choses qui vous ont paru évidentes, il y a des choses qui vous ont choqué, quelle a été un petit peu peut-être votre réaction, votre ressenti, et ce que ça vous a fait de connaître Femme à part, et est-ce que ça vous a donné envie de faire peut-être aussi ? D'accord, eh bien, alors j'ai connu Femme à part par la recommandation de YouTube, tout simplement. Alors c'est pas très original, mais tout simplement l'algorithme, après avoir suivi pas mal de vidéos de la chaîne Apprendre les bonnes manières, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai écouté pas mal de vidéos d'Anne Nagast. Je me souviens précisément, la première vidéo que j'avais écoutée, c'était Féministe non, féminine oui, donc c'était un titre qui m'avait interpellée. Puisqu'à savoir que j'étais anciennement féministe, convaincue. Et donc voilà, après avoir regardé toutes ces petites vidéos d'Anna qui parlait donc de bonne manière, de codification, elle parlait également, elle abordait son changement vestimentaire, donc ça a commencé à créer un cheminement en moi finalement, et en même temps, les choses ont fait que YouTube m'a recommandé des podcasts de Femmes à part. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à écouter ces podcasts-là pendant mon grand rangement de printemps pour ma garde-robe. Donc je suivais tout simplement vos conseils sur les vêtements à garder, si on se sentait à l'aise dedans, par rapport à la perception qu'on avait de ces vêtements et de ce qu'on renvoyait aussi aux autres. Et je suivais vos conseils en même temps que je prenais la décision de me séparer ou non d'un vêtement.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu votre chaîne YouTube. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout l'existence de votre marque. En fait, j'ai plutôt écouté des podcasts qui abordaient des valeurs que j'avais en moi depuis beaucoup d'années finalement. Mais donc en fait, moi, c'était pas du tout mon éducation. J'ai pas du tout été éduquée dans un milieu catholique. On est d'origine chrétienne dans ma famille, mais voilà, comme on dit aujourd'hui, nous n'étions pas pratiquants. Et donc de fil en aiguille, une jeune fille qui n'a pas vraiment confiance en soi, qui se sent à côté de la plaque dans ses idées, elle finit par s'accommoder aux autres. Alors c'est pas forcément la faute des autres, hein, puisque je les estime tout aussi victimes que moi, mais voilà, je me suis un peu accommodée à tout ce climat féministe et je pense qu'il y a aussi beaucoup de raisons psychologiques à tout ça. Alors ça nécessiterait peut-être une vidéo à part, un podcast à part, mais c'est vrai que psychologiquement, j'étais très influençable et voilà, j'arrivais pas vraiment à affirmer mes idées puisque autour de moi, il y avait personne qui partageait ces idées-là. Donc finalement, la chaîne de Femme à part, ça a vraiment été une révélation pour moi, littéralement en fait. Et donc voilà, c'était vraiment une toute première écoute où je me suis dit waouh, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Ce que je dis, ce que je pense, c'est pas insensé, c'est légitime. Non seulement il y a cette femme qui produit ce contenu, mais il y a des gens qui l'écoutent également. Je voyais tous ces commentaires, cette dynamique de personnes bienveillantes qui échangeaient des expériences de vie, et c'était vraiment une sensation d'espoir de voir qu'il y avait d'autres personnes qui, comme moi, partageaient ces valeurs et ces convictions-là. Alors ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, après vous me corrigez si j'interprète mal, mais ce qui me, enfin pas ce qui me choque, mais ce qui me saute aux yeux plutôt, c'est vraiment l'impression de se dire, dans le monde actuel, qui est un monde quand même plutôt libéral, on va dire, de façon générale. En tout cas, c'est voilà, libération de la femme, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. On a vraiment toute cette gamme de possibilités qui s'ouvre à nous. Je ne parle pas qu'en termes de vêtements, mais vraiment même en termes de, je sais pas, choix de carrière, choix de vie, état d'esprit, etc. Même cette espèce de sororité, voilà, entre les femmes. On a l'impression que c'est ça la vraie liberté. Enfin, allez quoi, chacune fait vraiment ce qu'elle veut. Et pourtant, rapidement, enfin moi en tout cas, pour pas mal de gens, je sens un certain malaise et finalement peut-être un mal-être aussi, et de se dire, je suis censée faire ce que je veux et dire ce que je veux et choisir ce que je veux, et pourtant voilà, je ne rentre pas dans le moule dans lequel on veut me faire rentrer, parce que finalement c'est une fausse liberté, une fausse liberté, une illusion de liberté, de choix. C'est une sensation de liberté, oui, c'est voilà. ça. Exactement. Et là, on sent que vous, il y avait finalement une espèce de mal-être, ou qu'en tout cas, quand vous avez découvert autre chose, c'est là que vous vous êtes dit, waouh, en fait, c'est là que je peux vraiment être moi-même, sans pour autant, j'imagine, adhérer forcément à 100% du discours, mais se dire, ouais, en fait, la liberté, elle est peut-être ailleurs, quoi, peut-être dans la vérité, et il faut chercher autre chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que m'inspire votre témoignage par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Mais... Oui, non, mais tout à fait. En fait, la liberté, c'est un concept qui est quand même très relatif, hein. Même quand on voit l'origine du mouvement libéral, ça a été tout et rien à la fois quand on essaye d'en faire la synthèse dans l'histoire. Et finalement, je prends un exemple. Vous aviez fait un podcast sur l'histoire politique du pantalon, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais réalisé l'ampleur d'un geste, d'un choix vestimentaire politiquement parlant, en fait. Et donc cette sensation de liberté, c'est tout simplement parce que le féminisme, le néo-féminisme, comme on en entend beaucoup parler actuellement, il se construit en opposition au monde d'avant, si je puis dire. Et à ce moment-là, quand ça se construit en opposition à, eh bien, si on a tendance à avoir des idées, aimer cet héritage du monde d'avant, on devient l'ennemi, on devient l'opposé. Donc, liberté, oui, mais liberté quand ça touche ce qui est bien, et quand c'est mal, c'est mal. Donc, on ne l'aborde pas. Et ça revient sur le phénomène de bien-pensance, hein, finalement. Tout ce que, par exemple, le sexisme, c'est mal. Par contre,
les chroniqueurs de France Inter adorent faire des chroniques complètement sexistes et rabaissantes sur, je me rappelle d'une histoire, le viol de Charlotte Dornelas, donc qui est une journaliste de Valeurs Actuelles. Donc voilà, en fait, quand c'est pour nous, entre bien-pensants, c'est mal. Par contre, si c'est pour l'ennemi, si c'est pour l'opposant, ça devient bien. Donc C'est voilà, ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures aussi. tout à fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes encore féministe, enfin vous vous définiriez comme féministe à l'heure actuelle, ou est-ce que vous diriez bah non, je ne suis plus du tout féministe, ou oui, je me sens féministe, mais pas avec la même définition qu'avant, ou comment vous vous définiriez par rapport à ça? Alors non, absolument pas. Je suis aujourd'hui fière et droite dans mes baskets en disant que je ne suis pas féministe, que je ne me considère plus féministe parce que c'est de la poudre aux yeux. Si pour les gens féministes veut dire que les hommes et les femmes ont une égalité en droit, alors oui, je suis féministe, hein, comme on l'entend très souvent, mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne tourne pas autour de ça. J'ai beaucoup fréquenté des milieux donc féministes, des gens qui se considéraient féministes, activistes, militants, et le débat se trouve tout à fait ailleurs de juste une égalité en droit, puisqu'elle est déjà acquise dans notre pays. Encore une fois, il faut voir aussi les choses, la situation de manière un peu plus large, et voir que dans d'autres pays, cette égalité-là, elle n'existe pas. En France, en Occident, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une oppression systémique de la femme. Moi, ce qui me pose énormément de problème, c'est comment dire, ce système patriarcal qui serait complètement oppresseur contre les femmes, que si les femmes n'ont pas de chance, pas de possibilités, pas d'opportunités, c'est parce qu'elles sont des femmes. Ça essentialise complètement la condition de femme comme si c'était quelque chose de terrible, comme si c'était un fardeau. J'entends des gens dire « je ne veux pas d'enfant parce que si c'est une fille et qu'elle naît dans ce monde-là, ça va être horrible pour elle ». Donc, On a vraiment l'impression d'être dans une... Enfin, c'est quand on pense qu'il y a vraiment des gens, pour le coup, qui vivent, je sais pas, dans des bidonvilles ou autres, enfin, ça fait peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais de se dire oh, je ne veux pas avoir d'enfant parce que je ne veux pas que ma fille naisse dans ce monde, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'on vit, je sais pas où, dans un monde où toutes les femmes sont assassinées et peuvent pas sortir dans la rue sans rester vivantes, quoi. Enfin bon, il y a aussi un problème de... Il y a quand même un problème de sécurité aussi, mais ce que je veux dire, c'est que globalement... Non, mais il y a un décalage. Voilà, exactement. Il y a un grand décalage. On a un tel confort aujourd'hui en Occident et on a tellement plus la nécessité de penser à la survie et à toutes ces choses-là qui font partie intégrante de beaucoup de vies ailleurs dans le monde, qu'on ne réalise pas sincèrement la chance qu'on peut avoir en réalité. Et tout devient une agression. Tout devient... Oui, ça c'est vrai aussi, voilà. que tout devient sexiste, tout devient une agression, tout devient une oppression. Parce qu'en fait, on ne sait plus ce que c'est la réelle souffrance, on ne sait pas ce que c'est la survie, on ne sait pas ce que c'est d'être, comme vous dites, c'est pas si cliché que ça. Il y a des bidonvilles dans le monde, il y en a en France, mais justement, dans ma position, j'estime que je suis très chanceuse et qu'au contraire, j'ai le contrôle sur ma vie. En aucun cas, en fait, c'est là où il y a eu une discordance, c'est que je ne me suis pas sentie oppressée. Je me suis aperçue, par exemple, il y a une expression dans le féminisme qui s'appelle le manspreading, je crois. Ça consiste à se dire que les hommes ne coupent systématiquement la parole aux femmes parce qu'elles sont des femmes et que du coup, ils prennent une partie prenante imposante dans les débats publics et qu'une femme ne peut pas s'exprimer. Et puis, en fait, tout simplement, un jour, j'ai eu une discussion avec mon conjoint en lui disant que j'avais l'impression qu'on me coupait souvent la parole parce que j'étais une femme. Et il m'a dit, mais t'as pas l'impression que les femmes aussi coupent la parole ? C'est tout bête. Mais à ce moment-là, je me suis dit, si, les femmes coupent la parole aussi, en fait. Donc j'ai l'impression que finalement, c'est l'excuse qui nous arrange. C'est la paresse intellectuelle qui nous met en position de victime et finalement, je me demande si c'est pas aussi une manière de se sentir un peu rassuré, dorloté. Et voilà quoi, parce que au final, quand on prend un peu tous les concepts que recense le féminisme, on se rend compte de toutes les incohérences possibles et inimaginables, et que c'est finalement toujours une mauvaise analyse. Une analyse qui porte pas sur les vrais facteurs, et voilà quoi.
Je vous rejoins totalement sur la victimisation et les incohérences. C'est vraiment tout à fait ça. Mais c'est vrai que je crois que c'est quand même difficile à voir. Enfin, je le vois par exemple, pour moi non, mais je parle par exemple par rapport à mes collègues ou d'autres personnes lambda que je peux rencontrer voilà, dans ma vie. Et en fait, il y a un tel lavage de cerveau que les gens ont vraiment beaucoup de mal à en sortir. Et ce que je comprends très bien, si de par l'éducation, le milieu professionnel, etc., la télé, etc., on entend toujours le même discours, c'est quand même difficile d'en sortir et d'en accepter un différent, un qui soit différent. Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant dans les témoignages, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont déjà dit, mais quand je t'ai écoutée la première fois, je me suis dit, mais elle est complètement folle, enfin, elle est contre les femmes, ou elle est has-been, elle est trop traditionnelle, entre guillemets, etc. Mais finalement, à force d'écouter, mais ça, en fait, ça les a vraiment libérées, ces femmes-là, et c'est ça qui me fait plaisir. Je me dis, j'ai pas forcément besoin qu'on adhère à 100% de mon discours sur tout, mais mon objectif aussi, c'est de donner des clés de réflexion, genre juste, voilà, regardez tel exemple, regardez tel bouquin, lisez telle chose, apprenez à déceler tel et tel langage pour au moins choisir en toute liberté, quoi, parce que sinon, si c'est juste du lavage de cerveau, voilà, finalement, c'est ce que j'ai senti en fait dans vos podcasts et dans votre démarche. J'ai senti une démarche d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que vous nous invitez à réfléchir, à porter les réflexions jusqu'au bout, à nous faire notre propre avis. Et je m'étais rendu compte que j'avais jamais entendu ce discours-là dans la bouche d'une femme. J'avais entendu que des discours féministes. Et je crois que c'est ça qui nous choque quand on a entendu que des discours féministes, c'est de se dire, bon, bah, cette personne-là, elle a l'air tout à fait honnête, intègre, elle nous invite même à nous renseigner, donc a priori, elle nous raconte pas des bobards, puisqu'elle n'a pas de crainte à nous dire, allez, renseignez-vous. Et voilà, quoi. Du coup, on se dit, bon, eh bien, peut-être qu'elle a des choses intéressantes à me partager, peut-être que je devrais l'écouter, parce qu'en fait, j'ai jamais entendu ça avant. Donc, j'allais voilà. dire, ne serait-ce que pour se faire, moi j'aime bien de temps en temps écouter des trucs, enfin j'aime bien, je veux dire intellectuellement parlant, je trouve ça intéressant parfois de regarder certaines séries ou d'écouter certains discours ou vidéos féministes ou débats, parce que justement c'est hyper intéressant de voir ce que disent les autres, et je me dis parfois il y a des choses à prendre, je pense qu'on aurait des choses à apprendre des féministes. C'est Anne Trouby qui en a très bien parlé dans son livre, dans son petit livre sur le néo-féminisme. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et elle en parle très bien en disant, mais il faut s'inspirer quand elles ont des bonnes méthodes, quand, je sais pas, leur présence sur les réseaux sociaux, leur façon d'aborder tel et tel sujet, il faut s'en inspirer. Et il faut s'en servir, soit pour se dire, bah, ah oui, c'est vrai, là, elles ont un bon argument, ça, je n'y avais pas pensé. Bon, bah, finalement, je remets mon discours en question et j'adhère à tel point ou tel autre. Mais il faut aussi savoir se dire, bah non, c'est là qu'on voit que c'est vraiment n'importe quoi, que le discours ne tient pas debout, ou qu'en tout cas, il est fortement biaisé. Et ça, c'est intéressant aussi, intellectuellement parlant. Je pense que voilà, il faut savoir tout écouter. Et puis, bon, ça veut pas dire, je vous dis pas de vous abreuver de discours féministes à longueur de temps, parce que de toute façon, on en a partout, qu'on le veuille ou non. Mais c'est plus se dire, voilà, il faut avoir cette curiosité, comme vous l'avez eu vous, de parfois aller écouter ce qui se dit ailleurs, et ça permet toujours d'en apprendre plus. Donc pourquoi pas. Alors ma prochaine question, ça aurait été sur un peu votre parcours, du coup, une fois que vous avez un petit peu commencé à écouter les podcasts présents sur cette chaîne. Voilà, qu'est-ce qui a été peut-être difficile à changer, ou déjà est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, mais j'ai cru comprendre que oui, que ce soit voilà, intérieurement ou peut-être extérieurement sur les vêtements. Qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui au contraire vous a vraiment boosté et motivé, qu'est-ce qui vous a peut-être découragé, enfin, racontez-nous un petit peu tout ça. Alors sur le plan des difficultés que j'ai pu rencontrer, faut savoir que dans mon histoire personnelle, j'ai pas eu de figure féminine pendant une grande partie de ma vie, et notamment à partir de l'adolescence. Donc tout ce qui abordait à la féminité, c'était quelque chose de très très lointain pour moi. J'ai même une petite anecdote à ce sujet que j'aime bien raconter. Quand j'étais adolescente, l'idée d'avoir un sac à main ou une paire de chaussures à talons, par exemple, ça me donnait l'impression que j'étais déguisée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, je fréquentais des milieux plutôt LGBTQ, à rajouter toutes les lettres de l'alphabet que vous voulez. Et
Et j'ai discuté avec une personne, donc une personne trans, un jour, et je lui ai raconté ces quelques phrases. Donc on a parlé 2 minutes, hein, littéralement. Suite à quoi elle a pu tenir la conclusion que j'étais moi aussi trans. Vous voyez, donc on en est à des stades où on ne se rend même pas compte dans ces milieux-là. C'est un tas de jeunes personnes qui sont instables psychologiquement, émotionnellement. Ils recherchent des réponses dans leurs troubles, dans leurs problématiques d'adolescents. Et ils tombent sur des gens un peu plus aguerris, qui ont déjà fait le chemin, qui vous expliquent comme des gourous, mais ça, ce que tu ressens, c'est de la transidentité. Donc, quand on est un peu influençable, je pense qu'on peut vite tomber là-dedans quand on voit que eux, ça les a rendus heureux, que ça a réglé leurs problèmes, que leur prise d'hormones et on rentre dans des choses qu'on n'imagine même pas, quoi. Donc voilà, moi, ça a été un peu difficile pour ça parce que j'avais pas vraiment de figure féminine et finalement, j'avais jamais vraiment songé à ma féminité. Donc, euh, donc voilà, ensuite, forcément, j'avais un manque de confiance en moi, donc voilà, à ce moment-là, je continuais, je me forçais à garder des liens avec des personnes euh, que je fréquentais du lycée, par exemple, ou de l'université. Et ce qui m'a aidée, c'est de me mettre dans une solitude. Alors une bonne solitude, hein, c'est pas que je me suis complètement écartée du monde, mais en tout cas, je me suis écartée de ces connaissances-là, avec qui je ne partageais finalement pas de valeurs communes, qui me mettaient dans des histoires, comme la petite anecdote que je viens de vous raconter, où je sentais qu'il fallait que j'ai besoin de réfléchir moi-même, où j'avais besoin de construire mes idées par rapport à tout ça. Surtout que parallèlement, j'étais à l'université, donc au Canada, donc l'Amérique du Nord, c'était la théorie du genre et tout ce qui va avec. Donc c'était plein de brouilleurs idéologiques et du coup, je me suis complètement isolée, quoi. Enfin, je me suis écartée de ces gens-là et je me suis dit, ok, je vais réfléchir moi-même. Surtout que, vous savez, à mon âge et à notre époque, quand on n'est pas H24 sur son téléphone, qu'on répond pas aux SMS, qu'on répond pas aux messages sur Facebook, en fait, on n'est plus un vrai ami. Donc toutes ces pressions-là, je les ai mises de côté et je me suis concentrée sur moi-même en lisant et en me documentant grâce notamment à des médias comme le vôtre, hein. Ce qui m'a pas mal aidé aussi finalement, c'est mon conjoint parce qu'on a une relation où on communique beaucoup, on est très très amis en plus d'être en couple. Donc on s'est beaucoup écouté et on a cheminé ensemble, on a cheminé mutuellement en fait. Et ça m'a permis d'avoir quelqu'un qui trouvait, qui avait du bon sens et je voyais qu'il trouvait une cohérence dans mes propos aussi. Donc ça permettait de donner confiance à tout tout ce qui était en train de cheminer. Et aussi, je voulais revenir sur le fait que, n'ayant pas eu une éducation catholique, je n'étais pas très axée sur la religion, tout ça. Et au fur et à mesure d'avoir écouté vos vidéos, enfin vos podcasts, je me suis retrouvée à me rendre compte que je partageais les valeurs de l'Église. Et ça m'a rappelé que déjà enfant, je m'étais beaucoup intéressée à tout ça comme une curiosité qu'il fallait que j'assouvisse. Et assez innée finalement, parce que souvent on entend de la part des féministes que si on est comment dire, tourné vers l'église avec des conceptions sexistes, misogynes, tout ce que vous voulez, alors que ce n'est pas du tout cela, c'est parce qu'on a été endoctriné dans notre enfance. Et finalement, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était inné, en fait. On me l'a pas appris, on me l'a pas inculqué, on ne me l'a pas éduqué, mais je me suis tournée naturellement vers tout ça. Et je me suis tournée naturellement vers Dieu dans mon enfance. Et ensuite, avec l'adolescence, c'est un peu parti en fumée et je me suis concentrée sur d'autres choses, des problématiques d'adolescents. Mais avec vos vidéos, je me suis rendu compte que c'était une manière pour moi de renouer avec tout ça. Et ça a quelque part ravivé ma foi. Je me suis beaucoup plus intéressée à la lecture de la Bible, des contenus théologiques, liturgiques que je pouvais trouver sur YouTube et je me suis replongée là-dedans et en fait j'ai senti que c'était la bonne voie en fait
et que tout ce cheminement avait été petit à petit ponctué par des signes, si je puis dire, de la présence du Seigneur et sa confirmation dans ce changement-là, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a beaucoup aidée et motivée. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte de la pertinence de la phrase de la Bible, la vérité vous rendra libre. C'est vraiment Oui. ça, il y a un côté exigeant et parfois difficile, et surtout voilà, si ça exige un peu de se couper d'une certaine façon du monde ou de couper certaines relations, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait après c'est vraiment le chemin du bonheur, quoi. Donc c'est aussi le message que j'essaye de faire passer, de dire regardez, soi-disant, j'en parlais un petit peu avant, mais soi-disant la libération, la liberté, le libéralisme, enfin tous ces mots très à la mode, soi-disant chacun fait ce qu'il veut. Mais rien que vestimentairement parlant, soi-disant la femme fait ce qu'elle veut, mais elles sont toutes habillées pareil en jean basket. Donc c'est un peu, bon, je caricature un peu volontairement, mais bon, on se dit où est la vraie liberté finalement. Et d'ailleurs quand j'ai fait le podcast sur le fait d'être à l'aise dans ses vêtements, il y en a énormément qui m'ont dit mais ouais, je m'y retrouve carrément, le fait de se dire que autrefois j'étais en train d'être serrée toute la journée dans des vêtements, des pantalons ou autres, mais qui ne m'allait pas, et que finalement, rien que d'un point de vue vraiment, sans parler de morale ou de quoi que ce soit, mais rien que d'un point de vue confort, mais qu'est-ce que c'est bien de porter des robes, d'avoir des vêtements qui sont adaptés à notre silhouette, etc. Et ben voilà, c'est ça la vraie liberté, c'est pas de se dire tiens, je vais me trimballer en jean parce que toutes les femmes sont en jean, c'est ça qui est à la mode, c'est ça qu'il faut faire. Non, quoi, faut mettre des vêtements qui nous vont, quoi, tout simplement. C'est parce qu'on a théorisé la liberté comme un concept désenraciné et sorti de la réalité, de nos réalités concrètes, quoi. Donc on a préféré arborer le jean tous les jours de notre vie juste pour se dire je suis une femme libre, je peux porter un pantalon. Alors que la liberté, ça peut être autre chose aussi, quoi. Exactement, c'est de choisir volontairement ce qui est bon pour nous. Alors on a vu un petit peu là votre parcours. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être avant de conclure, mais qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire sur l'impact de tous ces choix, notamment peut-être de vos choix vestimentaires. On n'en a pas trop parlé, enfin, vous avez vite fait dit que vous avez fait du tri, donc on comprend qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être que vous pouvez nous dire quoi, et puis après nous dire quel a été l'impact. Voilà, est-ce que c'était juste le confort extérieurement, la confiance en soi, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres... quels ont été ces changements vestimentaires et quels ont été leurs impacts sur votre vie de façon générale? Eh bien, tout d'abord, comme je vous avais raconté, j'ai fait un petit tri dans ma garde-robe et j'essaie de me procurer des petites robes d'occasion, voilà, dans lesquelles je me sentais plus à l'aise pour essayer, parce que, encore une fois, je m'étais renseignée sur plusieurs témoignages de personnes qui avaient suivi ce changement-là, donc je me suis dit, et pourquoi pas moi, finalement. En fait, le vrai premier déclic, il est quand même assez récent. C'est par le cadeau de Noël de mon conjoint, qui était donc une robe de votre marque. Une robe décente, féminine, élégante. Et comme je vous avais expliqué, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais au même titre qu'en enfilant mon tablier, je me sens d'autant plus impliquée dans mon rôle de cuisinière. Ça, c'est Anne Nagas qui l'avait très bien expliqué dans une de ses vidéos. En revêtant une robe élégante et décente, je me sens être une femme digne de ce nom, et j'ai envie de rendre la dignité à ce nom de femme que je vois, excusez-moi, mais souillé partout, en fait. Ne serait-ce aussi qu'à travers de simples discussions avec les gens autour de moi, ça me permet d'aborder ce sujet, d'avoir ce vêtement. Et puis finalement, depuis ce cheminement, je me sens me tenir plus droite. Je vous avais expliqué que je sentais ma colonne vertébrale plus alignée, et au sens propre et figuré en réalité, puisque aujourd'hui le vêtement, il a un sens à mes yeux, et ce n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était juste une manière pour moi de ne pas me sentir nue et de revêtir un tissu. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça, c'est une étoffe avec laquelle je veux habiller mon apparence avec toutes les valeurs que je porte en moi. Et ça crée finalement une sorte de cercle vertueux, puisque ce que j'ai à l'intérieur, j'ai envie de le faire rayonner à l'extérieur. Je vois que ça impacte le comportement des gens autour de moi aussi. Et en même temps, de revêtir ces vêtements, ça me donne une posture, ça me fait
rentrer dans... Je ne sais pas si je pourrais dire un rôle, mais en tout cas, ça me fait rentrer dans cette posture qui conforte mes valeurs intérieures. J'ai lu très justement récemment dans un des commentaires Telegram de Femme à part que les bonnes manières sans délicatesse sont des actes vidés de leur substance. C'était une des personnes qui vous suivait qui écrivait ça. Je trouvais ça très juste. Eh bien, en fait, il en va de même avec ce renouveau de garde-robe. En gros, je ne choisis plus mes vêtements pour satisfaire le regard des autres et les conventions sociales des filles de mon âge, mais pour que la substance de mes valeurs et de mon âme transparaisse à l'extérieur, quoi. Et par mes vêtements aussi, et par extension par mon comportement. Très naturellement, ce qui s'est passé, dans la rue, des hommes qu'on pourrait qualifier vulgairement de ce qui pourrait ressembler à des racailles. Voilà, je pense que vous voyez très bien le type d'hommes auquel je fais référence. Eh bien, ils se sont mis à exprimer une forme de courtoisie à mon égard, en me laissant passer, en m'appelant mademoiselle et en ayant un comportement courtois, un comportement d'homme vis-à-vis d'une femme. Et sans parler de ma relation par exemple avec mon conjoint, qui ne fait qu'aller vers le mieux, je sens que le fait de développer ma féminité renforce sa propre nature et il y a une complémentarité incroyable qui se crée. Et on est tous les deux dans cette dynamique d'aller vers le meilleur, vers le vrai, le juste. Et le bon, en fait, naturellement, on a ce sens inné du juste et du bon comparé à n'importe quelle autre espèce. Et chacun d'entre nous, en réalité, peut le faire à partir du moment où les convictions sont fortes. Et c'est là où il y a toute cette importance de se former et de réfléchir tout ça. Parce que c'est plus qu'un changement de vêtements, il faut vraiment se construire sa réflexion. Parce qu'en réalité, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est ma vie tout entière qui a changé en l'espace d'1 an à peine. Et je me replonge, cette première fois, je regardais cette vidéo d'Anne Nagas sur féministe non, féminine oui. Et pourtant, c'était pas mes idées. Et à ce moment-là, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Et pourquoi pas toi ?» Ça sonnait comme quelque chose de vrai, alors que je l'avais jamais entendu nulle part et que c'était pas réellement mes idées à ce moment-là. Et bien, je pense que cette intuition, il faut l'écouter. C'est en ça que je parle du vrai, du bon et du bien, parce que c'est en s'écoutant soi-même, on a les bonnes réponses. Donc j'apprécie témoigner ici et dans la vie de tous les jours parce que c'est une invitation à vous écouter profondément, parce que vous avez les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, c'est celles qui vous épanouissent, qui fait de vous ce que vous êtes et qui vous rendent meilleur finalement, qui développent vos vertus. Si ça développe vos vertus, si ça vous rend meilleur, si les gens autour de vous se rendent compte que vous rayonnez, c'est que vous êtes forcément sur le bon chemin. Depuis, j'entends régulièrement de la part de mes proches que je rayonne et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent ressentir lorsqu'elles ont fait ce pas dans ce cheminement. Donc je sais que j'ai pris les bonnes décisions et encore une fois, une chose est sûre, c'est que tout le mérite ne me revient pas. C'est important d'en parler autour de soi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur privilégié qui est mon conjoint, mais si vous êtes croyante, si vous avez la foi, vous avez un interlocuteur privilégié qui est le Seigneur. Et si vous êtes sensible aux signes qu'il met sur votre route, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et je ressens le besoin d'en parler parce que je suis sincèrement convaincue que le féminisme, j'y reviens, n'est pas une conception qu'il est impossible de combattre. Même si c'est très implanté dans les idées de beaucoup de femmes aujourd'hui, il faut agir individuellement et ça part de nous en réalité. Il faut se former sur la nature de la femme, sur ses dynamiques relationnelles avec les hommes, tant anthropologiquement qu'historiquement. Et il faut comprendre les dessous de cette psychologie évolutionniste. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que c'est des indices que nous offrent toutes ces sciences qui nous mettent sur la bonne voie. Ce n'est pas juste une histoire de spiritualité, ce n'est pas juste une histoire d'intuition.
Moi, je suis quelqu'un de scientifique et la science est de notre côté, si je puis dire. Euh, Renseignez-vous aussi beaucoup sur les mensonges que véhicule le féminisme. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Quand on en trouve un, on en trouve des centaines d'autres. Et je pense notamment à l'inégalité des salaires, qui est une affaire très connue. Mais voilà, c'est truffé de mensonges et de vues de l'esprit qu'on devrait soi-disant tous avoir comme dogme. Mais finalement, ce sont de purs mensonges. Et tout cela réunit le fait de se former, le fait d'adopter une posture. Ça nous permet de nous mettre dans un climat de bienveillance envers les autres. Et, euh, et voilà quoi, je pense que notre manière de rayonner à l'extérieur, notre joie, notre sérénité amène un climat qui nous permet de développer des discussions, des discours qui sont réellement écoutés. Parce qu'on se rend compte dans beaucoup de débats, dans beaucoup de discussions, s'il y a systématiquement des confrontations un peu virulentes, voilà, qui ne mènent pas à grand-chose, c'est parce qu'on est sur deux personnes qui sont étrangères, qui méprisent l'autre finalement, et on n'a pas envie d'écouter ce que dit l'autre. Si vous instaurez un climat de bienveillance avec les gens autour de vous, vous pouvez développer des discussions. Et je le vois dans la vie de tous les jours, ne serait-ce qu'avec des personnes avec qui je suis en cours, puisque je suis en alternance, j'ai aussi des cours en BTS. J'ai plein de discussions avec des personnes qui sont féministes au point de se tatouer une vulve dessus. Et on peut vraiment développer des discussions intéressantes qui les sortent de leur dogme en réalité. Et voilà, on peut rayonner sur les autres. En fait, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et on peut véhiculer de la joie, de la bonne humeur et voilà tout ce climat dont je vous parle pour développer et faire évoluer les mentalités. Ça part vraiment de nous. Alors juste pour compléter votre propos du coup par rapport à la formation, au fait de se renseigner, etc., j'invite vraiment celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent aussi à aller voir alors soit dans la playlist, si vous aimez un peu ce qui est audio, dans la playlist chronique de livres, dans laquelle je présente plein de livres super intéressants sur plein de sujets différents, notamment un des plus récents, c'était un des plus récents au moment où on enregistre, sur les secrets du cerveau féminin. Il y a aussi L'amour et la guerre de Julien Rochedi qui est intéressant sur le féminisme. Il y a plein de livres et vous pouvez aussi vous rendre, je mettrai le lien en barre d'infos, sur la bibliographie du blog et là vous avez à peu près les mêmes livres qui sont présentés, mais là vous verrez souvent je mets des extraits, de larges extraits de ces livres, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre entre guillemets. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vrai que c'est important d'avoir cette curiosité intellectuelle, de pousser jusqu'au bout l'intuition dont vous parlez et essayer de vraiment ensuite prendre les décisions en toute connaissance de cause, mais en tout cas voilà, se renseigner, se former, apprendre aussi à répondre à tel ou tel débat, donc il faut savoir le faire aussi. Mais en tout cas, merci infiniment pour ces beaux échanges et ce beau témoignage. Moi je suis toujours aussi émue quand j'entends ce genre de témoignage parce que je me dis... tout ce que je dis, j'ai pas vécu exactement la même chose que vous, mais certaines choses oui, et je me dis c'est tellement important qu'il y ait d'autres personnes qui puissent avoir l'occasion de parler, de dire haut et fort et de pouvoir corroborer d'une certaine façon ce que je dis. Je trouve ça vraiment super important pour aider d'autres jeunes femmes, pour libérer, mais dans le bon sens du terme, Oui, pour aider d'autres jeunes femmes à un peu aller sur le chemin de la vérité et de la vraie liberté, comme vous disiez, le vrai, le bon, le beau, et d'essayer petit à petit, d'avoir cette communauté qui grandit, qui se soutient, qui inspire d'autres femmes et qui se tire vers le haut, quoi. On n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied, pour réduire soit entre femmes ou d'ailleurs pour réduire les hommes aussi. On est vraiment là tous pour être complémentaires et se tirer vers le haut. Donc c'est super important ce genre de témoignage. Donc merci beaucoup Justine d'avoir accepté de partager ici. C'était vraiment passionnant. Ça fait un grand plaisir et puis je tiens aussi vraiment à saluer votre démarche et ce format de témoignage qui je pense est une excellente idée pour que les personnes puissent se rendre compte que, comme je vous disais au début, vous n'êtes pas seul. Il y a tout un tas de personnes qui ont des histoires très différentes qui en arrivent aux mêmes conclusions, donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Eh ben merci Justine pour ces derniers mots pleins de sagesse. Je vais laisser les auditeurs et les auditrices là-dessus. Donc merci encore d'être venu témoigner aujourd'hui.
Merci à vous. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas donc à regarder en barre d'infos. J'ai mis également, je vous mettrai également après le montage le lien en description du livre dont Justine a parlé au début sur l'histoire politique du pantalon. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez le lien direct. Et n'hésitez pas à regarder, il y a tous les liens vers les différents réseaux sociaux, la collection de robes aussi, mon livre, si le sujet de la tenue vestimentaire vous intéresse. En tout cas, vous avez tout ça en barre d'informations. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.